Bonjour, physiologie de l'appareil urinaire. Aujourd'hui, on va discuter de la filtration. Alors, on resitue dans l'ensemble quand même, on a discuté de l'anatomie, on a mis en évidence les trois mécanismes de la formation de l'urine, à savoir filtration, réabsorption, sécrétion, et on va donc discuter de filtration sur cette petite vidéo. On va mettre en évidence le filtre, les membranes, le moteur de la filtration, et en finale, on parlera de cette filtration, on parlera du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la quantité filtrée par unité de temps. Tout premier, replaçons les différents mécanismes de formation de l'urine. Donc on a sous les yeux ici un néphron avec sa circulation sanguine simplifiée. On a donc bien ici l'artériole afférente, le glomérule avec la capsule rénale qui est ici. Je vous rappelle que la capsule plus le glomérule forment le corpuscule rénal. Donc artériole afférente, glomérule, artériole efférente, puis ensuite tout autour du néphron, vous avez les capillaires péritubulaires qui sont représentés ici très très simplifiés. Et bien sûr, on retrouve ici après une veine, sans doute arquée ici, qui sort du néphron. Pour les parties du néphron, on a la capsule, le tube contourné proximal, l'anse rénale ici, puis le tube contourné distal et enfin le tube collecteur de Bellini qui est lui commun à plusieurs néphrons. Je rappelle que normalement le tube contourné distal qui est ici passe proche de l'artériole afférente. Donc, si je situe la filtration, bien évidemment là il n'y a qu'un seul endroit, c'est au niveau du glomérule. L'urine est formée à partir du sang. Tout ce qui est petit va quitter le sang pour arriver dans l'espace ici de la capsule, hein, l'espace glomérulaire qui est ici. On a donc ici, à l'issue de ce premier mécanisme de filtration, on a l'urine primitive. Puis l'urine primitive va subir des transformations pour, à la fin, ici, arriver sous forme d'urine définitive. Les différentes transformations sont au nombre de 2. Ce sont des réabsorptions. On va réabsorber certaines substances, les substances qui sont utiles, l'eau, le sodium, l'ensemble des ions, etc. Cette réabsorption se fait dans le tube contourné proximal, l'anse, contourné distal et tube collecteur. Mais également la sécrétion. Cette sécrétion se fait également un petit peu partout. Donc la filtration qu'à l'endroit du glomérule et de la capsule, et réabsorption-sécrétion tout au long du néphron. On rappelle que par jour, nous filtrons 180 litres de sang, donc on forme 180 litres de liquide glomérulaire, c'est-à-dire d'urine primitive. Évidemment, on n'urine pas 180 litres par jour, donc ça sous-entend qu'on va réabsorber la plupart de ces 180 litres. Donc le mécanisme de filtration est un mécanisme physique non sélectif. La réabsorption, elle, sera sélective et est un mécanisme qui est extrêmement important en quantité. Globalement, on urine 1,5 litre par jour, donc puisqu'on filtre 180 litres, eh bien, ça sous-entend qu'on réabsorbe à peu près 178,5 litres par jour. Donc, la réabsorption est un mécanisme très important en quantité. Alors, sur ce document, on va pouvoir mettre en évidence justement où se situe réabsorption et sécrétion. Donc, ce document nous permet de voir, après différents dosages, la quantité d'eau qu'il y a dans telle ou telle partie et la quantité de molécules. Ces deux informations sont données par le volume en litres du liquide que je peux ponctionner dans tel ou tel endroit et de l'osmolarité, c'est-à-dire la concentration de l'ensemble des molécules présentes dans ce liquide. Donc, on s'aperçoit que dans la capsule, ici, à l'issue du glomérule, dans la capsule, on a 180 litres par jour, ça correspond à la quantité qui est filtrée par jour, et la concentration de ce liquide est de 300 milliosmoles par litre, ce qui correspond à peu près à celle, tout simplement, du plasma. Si je compare donc le liquide qui est là, l'urine primitive, issue de la filtration, et que je compare à ce que je vais obtenir à la fin du tube contourné proximal, je vais pouvoir donc discuter de ce qui se passe dans cette première petite partie. Je compare le liquide qui est là, et le liquide qui est ici. Je passe de 180 litres à 54 litres. Donc,
j'ai une grosse diminution de volume, donc j'ai une grosse réabsorption d'eau. Ça correspond à peu près à 126 litres par jour. Donc une quantité réabsorbée ici qui est extrêmement importante sur cette première partie du néphron. Mais en même temps, je m'aperçois que l'osmolarité ne change pas. Je suis passé de 300 à 300. Si j'ai réabsorbé beaucoup d'eau, ça sous-entend que si la concentration moléculaire ne change pas, ça sous-entend que j'ai réabsorbé également l'ensemble des molécules, et ceci dans la même quantité que l'eau. Donc, dans cette première partie, j'ai une grosse réabsorption, à la fois d'eau et à la fois de l'ensemble des molécules. C'est donc une réabsorption massive dans le tube contourné proximal. Si je compare maintenant à la fin du tube proximal et à la fin de l'anse ici rénale, je passe de 54 à 18 litres. Donc j'ai moins d'urine ici que ici, donc j'ai eu une réabsorption d'eau. Donc réabsorption pendant toute l'anse de l'anse rénale. Mais en même temps, je m'aperçois que je passe d'une concentration de 300 milliosmoles ici à 100 milliosmoles ici. Donc j'ai eu en même temps réabsorption d'eau et en même temps réabsorption des autres molécules. Mais comme je passe de quelque chose de plus concentré à quelque chose de moins concentré en molécules, ça sous-entend que j'ai moins de molécules dans l'eau à la fin qu'au début, donc ça sous-entend que j'ai eu une réabsorption plus importante de l'ensemble des molécules que de la réabsorption d'eau. Pour conclure, sur cette partie-là, j'ai réabsorption d'eau importante, ça correspond à peu près à une trentaine de litres, et en même temps, j'ai une réabsorption encore plus importante de molécules. Donc réabsorption d'eau, réabsorption de molécules. J'obtiens donc ici une urine qui est relativement diluée par rapport à celle-là. Elle est 3 fois plus diluée ici que ici, puisque je passe de 300 à 100. Voilà pour cette partie. Pour la dernière partie, si je compare l'urine qui est ici et l'urine définitive que je vais obtenir à la fin du tube collecteur, je passe de 18 litres à 1,5 litre. Donc, dans cette partie-là, j'ai réabsorption d'eau. Attention, le 1,5 litre par jour ici, c'est en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, la réabsorption qui est ici, elle est variable, alors que jusqu'à présent, c'était des réabsorptions obligatoires. Cette réabsorption, maintenant, va dépendre des conditions de l'organisme. Variable. Donc le volume que j'obtiens à la fin, est variable, tout simplement. Pour la concentration moléculaire, j'obtiens un liquide, une urine définitive, qui peut aller de 50 milliosmoles à 1200 milliosmoles. Une urine à 50 milliosmoles est une urine pauvre en molécules, puisque le chiffre ici est petit. C'est une urine qui est pauvre en molécules, donc c'est une urine qui est diluée. Beaucoup d'eau par rapport à peu de molécules. Mais je peux également fabriquer une urine très concentrée, 1200 milliosmoles, c'est-à-dire très riche en molécules par rapport à l'eau. Donc une urine ici concentrée. 50 correspondrait à une urine diluée qui s'applique dans un cas physiologique où l'organisme est en abondance d'eau, trop d'eau. J'évacue donc une urine diluée pour permettre d'évacuer plus d'urine. 1200 correspondrait à un moment physiologique où l'organisme est en manque d'eau. Je vais donc évacuer moins d'eau et donc forcément j'aurai une urine beaucoup plus concentrée. On sait très bien que lorsqu'on vient de boire 2 litres d'eau, l'urine que l'on va émettre quelques temps après sera une urine claire parce qu'elle est diluée, beaucoup d'eau, peu de molécules. Alors qu'au contraire, si vous venez de manquer d'eau pendant 5-6 heures et que vous avez à ce moment-là, vous émettez de l'urine, vous savez que cette urine sera très concentrée, très jaune, tout simplement parce qu'il y aura peu d'eau et beaucoup de molécules par rapport à cette eau-là. Ce que je retiens, et c'est le plus important, c'est que les réabsorptions qui se passent sur cette dernière partie sont variables. Elles dépendent des besoins de l'organisme. Et c'est ici que vous aurez une réabsorption qui est sous contrôle hormonal, qui va permettre de s'adapter aux besoins de l'organisme. Si l'organisme, par exemple, a trop d'eau, alors j'aurai peu de réabsorption. J'aurai donc, au final, une urine peu concentrée, c'est-à-dire une urine diluée. Voilà pour ces réabsorptions et la situation. Ça ne change pas grand-chose. Filtration dans cette première partie, réabsorption obligatoire dans toute la première partie du néphron, tube contourné proximal, anse, tube contourné distal,
Et enfin, une réabsorption qui est sous contrôle hormonal, et donc une réabsorption qui est variable, qui va permettre au néphron et donc au rein de remplir sa fonction d'homéostasie, c'est-à-dire d'ajuster l'évacuation des molécules et de l'eau en fonction des besoins de l'organisme. Maintenant, qui dit filtration dit d'une part un filtre. On peut penser au café. Quand vous faites un café, vous avez un filtre qui va retenir les grosses particules du café et il faut une force motrice pour pouvoir faire cette filtration. Dans la plupart, les anciennes machines à café, c'est la force de gravité. L'eau est au-dessus et donc coule vers le bas. Dans les machines un peu plus modernes, vous avez un compresseur qui met sous pression l'eau et donc la force de filtration, c'est forcément la pression de l'eau. Dans le rein, on a forcément un filtre, ça va être les membranes de filtration, et nous aurons forcément également une force de filtration. Discutons en premier du filtre. Donc, ce filtre forcément se situe au niveau du glomérule, et ce filtre est obtenu grâce d'une part à la paroi du capillaire, et d'autre part au podocyte. Ce schéma a déjà été légendé, artériole afférente, glomérule, artériole efférente, et nous avons ici le glomérule qui nous intéresse au plus haut point, avec les cellules, les podocytes qui recouvrent ces capillaires. Si nous agrandissons cette partie-là, donc on retrouve notre paroi capillaire, on a ici le capillaire glomérulaire avec l'endothélium, la cellule endothéliale qui recouvre, on voit qu'il y a des trous dans ce capillaire, c'est un capillaire fenestré, et le podocyte, qui lui fait partie de l'épithélium de la capsule, c'est l'épithélium interne, le podocyte avec ses petits pédicelles qui entourent le capillaire, mais pas de façon continue, avec des petits trous, les fentes de filtration. Donc, le principe, c'est que le liquide qui est ici va pouvoir sortir en passant à la fois à travers les petits trous du capillaire et à travers les cellules du capillaire, et va passer à travers ces pédicelles. Donc, podocyte, capillaire glomérulaire, donc ici on a le sang, et ici du coup nous aurions l'espace glomérulaire, l'espace qui est dans la capsule, donc ici vous auriez l'urine primitive. Sens de filtration, comme ceci. On sort du capillaire pour aller vers l'urine primitive. Ici, en 5, vous avez une cellule mésangiale qui fait la jonction entre les podocytes et les capillaires. Voilà. Si j'agrandis encore cette partie-là, je m'aperçois que j'ai à ce moment-là 3 barrières. Acte 1, vous avez ici cet espace, ces fenêtres dans le capillaire, qui vont permettre d'arrêter les cellules. Les cellules, ici vous avez le sang, les cellules ne peuvent pas sortir du capillaire. Vous avez ici, entre le capillaire et le podocyte ici, les podocytes, les pédicelles du podocyte 43, vous avez ici une membrane qui va permettre d'arrêter, c'est une sécrétion extracellulaire qui va permettre d'arrêter la plupart des protéines. Donc les protéines vont rester dans le sang au final. Et enfin, au niveau de la fente de filtration, vous avez une toute petite membrane qu'on appelle un diaphragme entre les pédicelles qui vont permettre d'arrêter les plus petites protéines. Donc au final, vous avez sens de filtration comme ceci. Je pourrais vous le représenter comme ceci. Là, donc sens de filtration comme ceci. Les grosses cellules, enfin les cellules sanguines ne peuvent pas passer dans les petits trous du capillaire. Les grosses protéines ne peuvent pas passer cette membrane-là, donc du coup restent également dans le sang. Et les petites protéines, les plus petites, comme ceci, ne peuvent pas passer dans le petit trou entre les pédicelles, donc au final restent dans le sang. Au final, tout ce qui est gros, cellules, protéines, reste dans le sang. Tout ce qui est petit passe dans l'urine. Vous avez l'urine de ce côté-là, l'urine primitive, faites attention, et le sang ici. Donc, on a bien ici une filtration et on a 3 barrières qui vont permettre d'arrêter du plus gros vers le plus petit. Et c'est un tamis, il fonctionne toujours comme ça, les plus gros d'abord et les plus petits ensuite. Donc, les trous dans le capillaire, la sécrétion extracellulaire qui arrête les grosses protéines et
l'espace, la fente de filtration entre les pédicelles, là où il y a un petit diaphragme qui permet d'arrêter les plus petites molécules. Voilà pour le filtre. Maintenant, discutons forcément du moteur, c'est-à-dire ce qui va permettre la filtration. C'est une histoire forcément de pression. Donc, sur ce document, on vous met en évidence les 3 forces principales. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique glomérulaire. Lorsque vous avez un liquide dans un contenant, si vous avez ici un liquide là-dedans, forcément ce liquide exerce une pression sur les parois du contenant. C'est ce qui se passe là. Là-dedans, vous avez du sang. Donc forcément, le liquide qui est ici, le sang, fait une pression. Elle est ici, la pH. Une pression qui s'exerce sur les parois du capillaire. C'est donc une pression de sortie de liquide. C'est une pression qui fait sortir le sang du capillaire. Normalement, si vous êtes ici, par exemple, une artériole a une paroi étanche, donc la pression qui est exercée, ça serait donc ici une pression artérielle, puisque nous sommes dans une petite artère. Cette pression artérielle ne peut pas faire sortir le sang, puisque la paroi est étanche. Par contre, ici, la paroi n'est pas étanche. On a vu que c'est le filtre, et donc la pression qui est exercée ici va faire sortir le sang. Voilà pour cette première pression. Mais il existe aussi une pression qu'on appelle pression oncotique. Alors la pression oncotique, c'est une pression osmotique. Pourquoi existe-t-elle? Tout simplement parce que ici, les protéines qui sont dans le sang restent dans le sang. Donc forcément, ici, vous avez une concentration moléculaire plus grande que ici, puisqu'il n'y a pas de protéines. Donc, comme les protéines ne peuvent pas sortir, dans ces cas-là, pour rétablir l'équilibre, c'est l'eau qui est ici qui veut rentrer dans le sang. On parle de pression osmotique, c'est une pression d'appel d'eau, et donc cette pression est une pression qui va faire rentrer l'eau de l'extérieur, donc de l'urine primitive, vers le sang. C'est ce qu'on nomme la pression oncotique, pression osmotique due aux protéines. C'est une force de rentrée. Elle s'oppose forcément à la pression hydrostatique. En même temps, maintenant vous avez un liquide qui est dans la capsule. Donc ce liquide effectue une pression sur les parois. Ici, de ce côté-là, il ne se passe rien puisque la paroi est étanche. Par contre, ici, ça exerce aussi une petite force et c'est une force de rentrée. C'est la pression que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la pression capsulaire. Voilà donc pour les 3 forces en présence, les 3 forces principales. Premièrement, la pression hydrostatique, c'est la pression sanguine présente dans le glomérule. C'est une force de sortie, c'est la plus forte, 55 mm de mercure. Les chiffres ne sont bien sûr pas à connaître puisqu'ils sont variables. C'est la pression hydrostatique. Vous avez une pression oncotique qui fait rentrer le liquide. C'est une pression d'appel d'eau. Et vous avez une pression de rentrée encore d'eau dans le sang qui est due à la pression capsulaire, due au fait que les liquides ici exercent une pression. Au final, nous avons ce qu'on appelle une pression nette de filtration. Par convention, on dit que ce qui sort du sang va être positif et ce qui rentre dans le sang va être négatif pour pouvoir faire jouer ces pressions de sortie et d'entrée. Donc globalement, la pression nette de filtration, c'est la pression hydrostatique, moins la pression oncotique, moins la pression capsulaire. Autrement dit, j'oppose la pression de sortie, moins la pression d'entrée, moins la deuxième pression d'entrée. Si on prend les chiffres, qui sont là qu'à titre d'exemple, on a ici 55 moins 30 moins 15, ce qui nous fait une pression nette de filtration de 10 mm de mercure. On s'aperçoit que c'est le 55 qui est plus fort que les deux autres, donc ce PNF ici est une pression de sortie. Donc globalement, si on regarde cette pression nette de filtration, c'est une force qui va faire en sorte qu'il y a sortie de liquide. Au final, lorsqu'on regarde le bilan des différentes forces, vous avez donc une filtration qui va s'exercer. Voilà pour le moteur de la filtration. Juste petite remarque, on s'aperçoit que évidemment, si vous faites rentrer plus de sang dans le glomérule, vous allez augmenter cette pression hydrostatique. Donc vous allez augmenter la filtration. Si vous faites rentrer moins de sang dans le glomérule, vous allez diminuer cette pression hydrostatique et vous filtrez moins, parce que ces deux pressions-là, elles
varie moins, puisque la quantité de protéines qui est dans le sang ne va pas varier d'un moment à un autre. Par contre, la pression sanguine, elle, peut changer facilement, puisqu'il suffit de modifier le diamètre de cette artère afférente pour faire entrer plus ou moins de sang ici, donc avoir une pression plus ou moins forte. Voilà pour le moteur de la filtration. Donc, ce graphique vient renforcer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on vient de dire que normalement, plus j'augmente la pression artérielle, plus la filtration devrait être importante. Donc globalement, ce que vous avez ici, plus le débit de filtration glomérulaire devrait être grand. Ce n'est pas tout à fait vrai, et ce diagramme va nous montrer quelque chose de très important. Donc, soit ici une pression artérielle normale. On s'aperçoit que pour une pression artérielle normale, j'ai un débit de 180 litres. Normalement, si j'augmente cette pression artérielle normale, par exemple on passe ici de 93, alors attention, ici c'est la pression artérielle moyenne qui tient compte de la pression haute, la pression systolique, et de la pression diastolique. Il y a une petite formule qui permet de calculer, qui dit que la pression artérielle moyenne, c'est la pression systolique plus un tiers de la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. Cette formule n'a pas beaucoup d'importance, elle nous montre juste donc la pression artérielle moyenne. Donc pour une pression normale, qui correspond à peu près à 97 mm de mercure, c'est-à-dire globalement à une pression systolique de 12 cm de mercure ou 120 mm de mercure et une pression diastolique de 80. Ce sont les deux chiffres que vous avez lorsqu'on prend une tension artérielle. Vous avez un chiffre haut, un chiffre bas. Pression systolique, pression diastolique. Donc la pression artérielle moyenne rend compte par un petit calcul de ces deux pressions. Donc, normalement, ici, pression artérielle normale. Je m'aperçois que si j'augmente cette pression artérielle normale, je passe à 120, 140, 160, ce qui commence à être beaucoup, je m'aperçois que le débit de filtration ne change pas. Or, on vient de voir que si j'augmente la pression artérielle, j'augmente la pression hydrostatique dans le glomérule. Donc, normalement, le débit de filtration devrait augmenter. Je m'aperçois que lorsque j'augmente dans des valeurs physiologiques, donc autour d'une pression artérielle normale, jusqu'à une pression forte. Ici, 180, il faut quand même avoir une pression systolique d'à peu près plus de 20. Donc, c'est une forte pression artérielle. Eh bien, je m'aperçois que le débit de filtration ne change pas. C'est donc pas normal, c'est donc tout simplement une mise en évidence que ce débit de filtration glomérulaire est régulé. Donc voilà une notion très importante, ce DFG, ce débit de filtration glomérulaire, il est régulé, et même s'il y a augmentation de pression artérielle, par exemple, si vous faites un effort physique, eh bien, le débit de filtration ne va pas changer. Juste une toute petite remarque, en dessous, là, ça ne correspond pas du tout à des pressions artérielles normales. Ici, nous serions sur des pressions extrêmement basses, donc à ce moment-là, le rein ne va plus pouvoir fonctionner correctement, il n'y aura pas filtration, mais on est en pathologie, on a une pression très faible, donc déjà sans doute peut-être un coma, puisque je vous rappelle que si la pression artérielle est trop faible, le sang ne peut pas aller au cerveau, donc ne peut pas alimenter les cellules neuronales. Et ici, nous aurions des pressions qui sont extrêmement fortes, qui ne sont pas non plus physiologiques. Donc, tant que la pression artérielle reste autour de la normale, on dirait physiologique, même en cas d'effort physique ou quoi que ce soit, alors le débit de filtration est régulé et ne change pas. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la filtration.